Personnage principal, Asdina Medchaouch. Bienvenue dans Personnage principal. À Radio Nova, on pense que la réalité, elle a dépassé la fiction. Donc, on se sert en fait de la fiction pour analyser l'actualité. Et une fois par semaine, on va à la rencontre des premiers rôles de l'actualité. Aujourd'hui, dans Personnage principal, on remonte le temps. On va parler de western spaghetti, de duels où on se demande qui dégale en premier, de thriller où la vengeance est dans la peau des protagonistes, pas tous, hein, de face à face qui tourne au clash. Bref, on va parler des syndicats et du pouvoir. D'autant que ce 2 décembre, une grande journée de mobilisation est prévue dans toute la France. On va s'intéresser à comment cette saga éclatante de duel entre le pouvoir et le peuple, qui dans des discussions récentes sur le budget a plutôt tourné au film muet pour les syndicats et parfois pour la CGT. Pour comprendre ce changement, notre personnage principal aujourd'hui est la secrétaire nationale de la CGT, Sophie Binet. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Avant de commencer cet entretien, je vais vous faire écouter celui qui aimerait couper le volume de sa télé lors des grandes journées de mobilisation. On l'écoute. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où historiquement, des forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. Ça, c'était en mars 2023, pendant le débat sur la réforme des retraites. Pourquoi Emmanuel Macron vous voit toujours comme le grand méchant ? Parce que là aussi encore, il salue presque tous les partis, mais alors les syndicats, c'est vous qui n'êtes pas responsable, qui ne voulez pas négocier. Parce que Emmanuel Macron pense qu'il sait tout sur tout et qu'il peut tout décider tout seul. Je pense que c'est un des problèmes centraux de son exercice du pouvoir. Et donc, effectivement, les syndicats sont le caillou dans sa chaussure. Parce que, justement, on est un peu comme dans un film, je dirais, de revanche, peut-être entre vous et Macron, un peu à la Batman, vous allez voir, on va faire pas mal de métaphores, mais il croyait vous avoir tué, mais il a eu un ennemi encore moins contrôlable après, c'est les Gilets jaunes. Est-ce que la pire erreur des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir voulu tuer les corps intermédiaires ? C'est souvent un reproche qu'on lui fait. Plutôt parler avec des syndicats, peut-être qu'avec un peuple un peu déchaîné, avec lequel on n'a pas forcément de prise. Oui, en fait, si on cherche la cohérence dans ce que fait Emmanuel Macron, il y a un fil rouge, c'est qu'il est systématiquement au service du capital, au service de la finance. Sur tout le reste, il a beaucoup changé de position sur les questions sociétales, sur les questions internationales. On a réussi à ce que, par exemple, il change la position de la France et qu'il défende la reconnaissance de l'État de Palestine, alors qu'auparavant, il était complètement opposé. Bon, sur le reste, il est plastique. Il n'est pas si têtu que ça, alors, quelque part. Sauf sur ça, sur D'accord. la question de la défense des milieux d'affaires, la défense du capital, la défense de la finance. Il est venu pour ça, il a été porté par les milieux d'affaires au pouvoir, c'est eux qui l'ont amené, et donc... Le peuple français l'a élu quand même. Oui, mais c'est le patronat. Emmanuel Macron, c'est la fabrication, c'est quelqu'un qui a été fabriqué par les milieux d'affaires, et donc c'est pour ça qu'il a mis toute son énergie pour sortir les syndicats du jeu. C'est pour ça, c'est parce que non seulement on est en désaccord avec sa pratique très verticale du pouvoir, c'est quand même lui qui s'est baptisé lui-même Jupiter, c'est quand même assez incroyable, le dieu des dieux, et c'est lui qui dit qu'il est lui-même Jupiter. C'est le titre d'un bon film, tiens, je suis Jupiter. Voilà, tout à fait, c'est une bonne idée. Et puis le deuxième point de désaccord frontal avec Emmanuel Macron, c'est sur le fond, sur le fait qu'ils mettent l'appareil d'État, les moyens de l'État au service des puissants, des milieux économiques, des multinationales. On est à un montant record des aides publiques distribuées aux grandes entreprises, 211 milliards chaque année sans condition ni contrepartie. C'est ça le bilan du macronisme. Dans un film, ce serait le méchant ou là, parfois dans les films, il y a des méchants qui sont un peu plus complexes, ont une part d'humanité. Est-ce que là, vous me décrivez quand même le portrait de celui qui veut contrôler tout et avec lequel on ne peut pas discuter. Est-ce que quand même vous voyez des bons points chez lui ? J'essaye, vous voyez, de vous faire dire des choses gentilles sur lui. Ce que je lui reconnais, c'est qu'il n'est pas d'extrême droite. Et donc, derrière, il y a des méchants encore plus méchants. C'est ça le grand danger. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est que par sa politique, il a d'ailleurs de façon assez lucide et consciente ouvert grand les portes au Rassemblement national, puisque quand il dissout l'Assemblée nationale l'année dernière, il sait très bien que c'est l'extrême droite qui est en position de force et que c'est l'extrême droite qui peut rentrer à Matignon. Et là, à l'automne, et même là pour la suite, il n'a pas de problème à installer l'extrême droite à Matignon. C'est grave. Et pourquoi ? C'est parce qu'il préfère ne pas changer de politique économique
quitte à devoir installer l'extrême droite au pouvoir, que de devoir changer de politique économique, ce que la gauche exigerait si elle rentrait à Matignon. C'est ça le souci. Vous dites quoi? Qu'il est presque un camarade de circonstance de l'extrême droite? C'est-à-dire il préférerait donc voir Jordan Bardella à Matignon que Mathilde Panot ou Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? De fait, c'est ce qu'il pratique, mais en fait, c'est pas juste une psychologie d'Emmanuel Macron, c'est à l'image des milieux d'affaires qui aujourd'hui préfèrent voir rentrer l'extrême droite à Matignon plutôt que de devoir partager les richesses. C'est ça qui est très inquiétant, c'est que le capital, le patronat est en train de changer de position et considère que l'extrême droite au pouvoir, c'est moins pire que si la gauche arrivait avec la possibilité de mettre en place quelques conquêtes sociales pour les travailleurs. Alors, comme on l'a dit en amorce, on se sert de la fiction pour expliquer la réalité qui est parfois complexe. Les syndicats sont plutôt quoi? Des scénaristes, des acteurs, des réalisateurs ou des spectateurs du monde qui est en train de se passer sous nos yeux, du monde politique notamment? Alors, pas des spectateurs. Ouais. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'utiliser tout le terrain de jeu. Donc, évidemment, d'être acteur du jeu. Et après, le problème, c'est que les règles du jeu sont très biaisées, qu'il faut les transformer. Donc, on veut pas seulement être des acteurs d'un scénario écrit par d'autres, mais si on peut reprendre les commandes du scénario pour changer le film, c'est l'idéal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut du rapport de force pour nous permettre d'agir sur tous les tableaux. Parfois, vous dites pas, on est un peu des figurants. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est vrai que dans les discussions sur le budget, alors, c'est vrai qu'il y a une instabilité gouvernementale qui fait qu'il y a beaucoup de discussions politiques, mais on entend beaucoup les partis défendre des positions, négocier, faire pression. Le PS, par exemple, la droite sur, par exemple, la taxe Zuckman. On entend un peu moins les syndicats. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de films muets. Est-ce que, parfois, vous dites, là, dans la séquence actuelle, on est un peu plus figurant qu'à une autre époque où on pouvait faire plier le gouvernement? Quelque part, c'est normal, parce que nous n'avons pas les choses se passent au Parlement. Nous n'avons pas de députés, nous ne sommes pas représentés au Parlement. Mais ce qui est très important à noter et à comprendre, c'est que la vie politique française, elle se fait toujours sur le fond des rapports de force économiques et sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé en cette rentrée? On a eu, au mois de septembre-octobre, une mobilisation inédite avec le 10 septembre, le 18 septembre, le 2 octobre, 2 millions de personnes en tout qui se sont mobilisées. Et depuis cela, on a parlé de la justice fiscale comme jamais. Jamais on avait autant entendu parler de justice fiscale dans le débat public. Ça a forcé le gouvernement à mettre de l'eau dans son vin sur un certain nombre d'aspects. Alors c'est loin d'être fini. C'est pour ça qu'on appelle les salariés à se mobiliser ce 2 décembre. C'est parce que il faut que on revienne sur le devant de la scène dans cette séquence qui est décisive. Là, à partir du 2 décembre, d'aujourd'hui, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui revient à l'Assemblée nationale. Ça va durer jusqu'au 9 décembre. Et c'est le dernier temps de débat de l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale. Donc c'est le moment décisif où vont être rendus les arbitrages définitifs. C'est pour ça qu'on fait cette journée de mobilisation ce 2 décembre. C'est justement pour mettre sous pression le débat parlementaire et pour faire en sorte que les députés nettoient ce budget de toutes les horreurs qu'il contient. Et il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Pour vous, votre personnage principal de négociation, c'est qui? C'est Emmanuel Macron ou alors un Premier ministre, mais qui peut être éphémère? C'est pas évident de discuter en disant peut-être que dans une semaine, un mois, 2 mois, c'est plus le même Premier ministre. Qui vous voulez rencontrer aujourd'hui? Le grand patron? C'est quand même peut-être mieux, non? Ou le ministre du Travail? Oui, après, la question, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de rencontrer pour faire bouger les lignes. Et puis, il y a un acteur que vous n'avez pas cité, c'est le patronat. Parce qu'en fait, celui-là ne change pas et c'est lui qui tire les ficelles derrière. Et on a un patronat et notamment un MEDEF qui brille par son intransigeance, qui refuse tout partage des richesses et qui d'ailleurs mélange son propre patrimoine avec celui des entreprises. Parce que c'était quand même très choquant d'entendre le MEDEF grimper au mur sur la taxe Zuckman qui va mettre à contribution les quelques milliardaires français et taxer leur patrimoine. Mais là, on ne parle pas de taxer les entreprises. Mais en fait, ça a permis de faire bas les masques sur le fait que le MEDEF ne défend pas les entreprises, mais défend les plus riches. Et donc aujourd'hui, on a un patronat qui non seulement s'oppose à toute mesure de répartition des richesses, mais qui en plus, là, dans les entreprises, actuellement, c'est les négociations salariales qui commencent. Et ces négociations salariales, elles sont à zéro partout. Parce qu'ils veulent utiliser le contexte budgétaire, le budget d'austérité que le gouvernement veut faire voter, pour dire, vous voyez, c'est l'austérité, donc dans les entreprises, on ne va pas augmenter les salaires. Comme ça, c'est triple peine pour les salariés. On va avoir, si on ne réussit pas à changer le scénario, des dépenses qui vont augmenter
beaucoup en 2026, notamment les dépenses de santé avec les franchises médicales et des restes à charge qui pourraient atteindre 350 € par personne. Deuxième problème, les prestations sociales vont baisser parce que le gouvernement veut les geler, donc ça ne va pas suivre l'augmentation des prix, notamment les pensions, l'allocation adulte handicapé, l'allocation logement, les allocations familiales, etc., etc. Et puis, troisième cerise sur le gâteau, troisième problème, le patronat gèle les salaires dans les entreprises. C'est souvent un reproche qui revient, alors qui a été aussi alimenté par, on va dire, la Macronie. Vous ne représenteriez plus assez les travailleurs français. Le syndicalisme est-il encore, selon vous, représentatif des travailleurs français? Est-ce que ce n'est pas un vieux film en noir et blanc, qu'il faudrait trouver une autre manière de représenter les salariés et de contester? D'abord, souvent, ceux qui disent ça, c'est-à-dire des responsables politiques, feraient bien de balayer devant leur porte. Parce que les syndicats français, moi je pense qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de syndiqués, mais la CGT a plus de 600 000 syndiqués, et si on cumule tous les syndiqués de tous les syndicats français, on est au-dessus de 2 millions, donc à peu près 10 fois plus que tous les partis politiques réunis. Donc bon. Voilà. Premier fait. Ça, c'est un élément très factuel et on ne triche pas sur notre nombre d'adhérents. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que la France est marquée par un niveau de mobilisation très important avec des manifestations, des grèves qui sont très suivies. On l'a vu en 2023. Donc, toutes celles et ceux, à commencer par Emmanuel Macron, qui pensaient que les syndicats, ça ne représentait plus rien et que c'était l'ancien monde, parce que c'est quand même ça le scénario qu'Emmanuel Macron a voulu vendre, c'est la Startup Nation, dans laquelle les syndicats n'avaient plus leur place, en faisant comme si nous, on était des organisations du 19e siècle, quoi. Et en fait, cette mobilisation contre la réforme des retraites a montré, a confirmé le rôle central que jouent les organisations syndicales dans le pays. Justement, sur cette question du syndicalisme et de la représentativité des travailleurs, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une autre entité qui parle mieux, ou en tout cas qui a l'oreille des travailleurs, des ouvriers, des professions, on va dire, plus précaires. C'est le Rassemblement national. Est-ce que RN et CGT, c'est incompatible? Oui, totalement. Il n'y a pas pire ennemi pour les travailleurs et travailleuses que l'extrême droite. On est très clair là-dessus. Il y a eu la semaine dernière un débat à l'Assemblée sur la nationalisation d'ArcelorMittal. Et ce débat a permis encore de le confirmer. On a gagné une victoire historique avec l'Assemblée qui a voté la nationalisation d'ArcelorMittal, de notre sidérurgie. C'est central pour l'industrie. Contre qui avons-nous bataillé ? Contre le Rassemblement national qui avait déposé 290 amendements pour empêcher que le vote ait lieu à l'Assemblée. Alors que ce sont les mêmes qui se font passer pour des défenseurs des travailleurs, pour des défenseurs de l'industrie française. Avec ce qu'ils ont fait jeudi dernier à l'Assemblée nationale, ils ont montré qu'ils sont au service d'une famille de milliardaires, des multinationales, de la finance, du capital, mais certainement pas des travailleurs et des travailleuses. Donc le problème, c'est l'imposture sociale de l'extrême droite qui fait comme si elle était au service des travailleurs et des travailleuses, alors que son fonds de commerce, en fait, c'est de mettre en opposition les travailleurs et les travailleuses, de faire dominer les clivages identitaires, de faire comme si c'était Nicolas qui payait pour Mohamed et Fatimata, alors que le problème, c'est que c'est Nicolas, Mohamed et Fatimata qui payent pour Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Il est là le souci. Et avec les stratégies de mise en opposition de l'extrême droite, Bernard Arnault et Vincent Bolloré, ils se frottent les mains parce qu'ils sont bien tranquilles. Mais alors, vous, dans vos rangs, j'imagine qu'il y a des cas à gérer. Vous avez des encartés, donc qui sont CGT, CGTistes, comme on dit, je ne me souviens pas ce mot, mais en tout cas membres de la CGT, et qui sont des sympathisants, ou peut-être même des militants ou adhérents du RN. Vous gérez comment ces cas de gens qui s'affirment, qui affirment leurs convictions politiques? Parce que avant, politique et syndicaliste, c'était pas forcément incompatible. On était globalement plutôt à gauche et syndicaliste. Aujourd'hui, il y a quand même les cartes qui sont un peu redistribuées. Non? Politique et syndicalisme, ça n'est pas incompatible, sauf l'extrême droite qui est incompatible avec la CGT. Et donc, on gère de façon très simple, c'est écrit dans nos statuts, on ne peut pas porter des valeurs d'extrême droite et être militant ou militante à la CGT, donc c'est l'exclusion. Parce que c'est vrai que ce vote ouvrier, pourquoi aujourd'hui il se déporte vers, enfin ce vote ou cette conscience ouvrière, elle se déporte aujourd'hui vers le Rassemblement
Rassemblement national, moins que les partis de gauche et peut-être, pour certains, peut-être moins que le syndicalisme ou la défense via les syndicats. Il y a plusieurs choses importantes à rappeler. D'abord, la première, c'est que s'il y avait que les ouvriers qui votaient pour le Rassemblement national, ils ne seraient pas aux portes du pouvoir. Ensuite, la deuxième, c'est que le premier parti chez les ouvriers, c'est pas le Rassemblement national, c'est l'abstention. Et on l'a encore vu aux dernières législatives, malgré la mobilisation énorme qu'il y a eu, il y a une majorité d'ouvriers et d'ouvrières qui se sont abstenus. Et puis, la troisième chose, pourquoi est-ce que les ouvriers s'abstiennent et ensuite ils votent pour l'extrême droite? Mais parce qu'on a été trahis. Parce qu'on a été trahis par toute une série de gouvernements, notamment la gauche. Et l'histoire d'Arcelor, elle est emblématique. L'histoire d'Arcelor, c'est quoi? C'est notre fleuron industriel, qui donc issu en plus d'une entreprise nationalisée qui s'appelait Usinor. C'est avec ça qu'on a reconstruit le pays, qu'on a reconstruit l'Europe, qui est mis à mal par une OPA conduite par Mittal il y a 20 ans. Et Mittal rachète donc Arcelor en disant la main sur le cœur, je ne licencierai pas, je maintiendrai l'emploi. 2 ans après, Gandrange, il ferme les sites et là, Sarkozy vient nous voir en disant « Ne vous inquiétez pas, je vais empêcher ça ». Bon, résultat, il ne s'est rien passé. Rebelote, 2012, Florange. Mittal veut fermer Florange avec 600 licenciements. François Hollande monte sur la camionnette de la CGT et dit « Moi élu, mon ennemi c'est la finance et donc je ne laisserai pas faire ça ». Et il s'était engagé à nationaliser ArcelorMittal. Et sitôt élu, Arnaud Montebourg prépare la nationalisation partielle temporaire d'ArcelorMittal et Hollande décide de reculer et ne nationalise pas. Et donc, à chaque fois qu'on ferme une usine, c'est un député d'extrême droite qu'on fait élire. Oui. C'est ces renoncements face à la finance, face aux multinationales qui font le lit de l'extrême droite. C'est pour ça que c'est très important ce qui s'est passé jeudi à l'Assemblée nationale, c'est que c'est toute la gauche qui s'est unie pour voter la nationalisation d'ArcelorMittal, c'est l'extrême droite qui a tenté de l'empêcher, et pour nous, ça doit enclencher un changement d'approche sur les questions industrielles et un grand signal de dire on ne laissera plus la finance, les multinationales dicter le tempo et faire la pluie et le beau temps dans le pays. On reprend la main. Vous l'avez, votre héros, votre candidat favori pour la présidentielle à la CGT, ou alors votre neutralité vous oblige à ne pas me répondre? Notre candidat, c'est toujours le projet. C'est que, en fait, on sait, l'histoire nous le montre, qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Mais la présidentielle, c'est une femme ou un homme qui se présente. C'est un... Oui, d'accord, mais pour nous, l'enjeu, c'est ce qu'il porte et ce qu'il va défendre après. Alors un parti ou un courant de pensée nous, notre courant de pensée, c'est les travailleurs et les travailleuses, et c'est les propositions qui correspondent aux besoins des travailleurs et des travailleuses, à commencer par l'abrogation de cette réforme des retraites, la retraite à 60 ans, le fait d'avoir une vraie stratégie industrielle pour reprendre en main le modèle productif, décarboner pour pouvoir répondre aussi aux enjeux environnementaux. C'est Sophie Mélenchon, en fait, c'est plus Sophie Binet, là, qui parle. Non, pas du tout, c'est les propositions de la CGT. Et vraiment, j'alerte sur les tentatives de chercher un homme ou une femme providentielle. En France, on est en difficulté à cause de la Ve République qui a un fonctionnement par en haut où toujours le sujet c'est oui mais qui. Mais en fait, si on regarde, il y a une liste de personnes potentielles mais qui est longue comme le bras. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est d'avoir un rassemblement sur des propositions. Et ensuite, nous, syndicats, notre rôle, c'est pour ça qu'on tient comme la prunelle de nos yeux à notre indépendance, c'est qu'on sait que sitôt élu, derrière, il y a des rapports de force sociaux. Et donc, le capital reprend ses droits. Et même quand on réussit à amener la gauche au pouvoir, le capital va tout faire pour l'empêcher de mettre en place ces réformes. Et donc, il y a besoin d'un rapport de force sociale des salariés pour forcer à ce qu'il y ait des réformes en faveur du monde du travail. C'est pour ça que notre indépendance est centrale. Je rappelle la date de sortie du film. Donc, c'est le 2 décembre, pardon. Donc, c'est la grande journée de mobilisation. Alors, je spoil. Je pense qu'à l'issue de cette journée, le gouvernement et les députés ne changeront pas de manière révolutionnaire la loi. Alors, j'ai une question sur les moyens d'action. Est-ce qu'il ne faudrait pas des moyens d'action plus impactants? On avait vu par exemple les coupures d'électricité, ça avait paralysé, ça avait choqué, donc ça avait interpellé. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait radicaliser votre action pour redevenir le personnage principal central de la grande histoire des travailleurs et travailleuses? L'action la plus radicale et la plus impactante, c'est l'action qui embarque le plus grand nombre.
hein. C'est toujours ça. Et donc la CGT ne s'interdit rien, évidemment à l'exception des violences contre les personnes, mais on a tout un panel d'actions à notre disposition. Et je ne suis pas d'accord avec vous sur l'annonce de la défaite annoncée. C'est d'ailleurs ce que disent tous les éditorialistes de droite pour décourager les gens de se mobiliser. Voilà, vous m'avez eu. Non, mais je ne fais pas de jugement de valeur, mais en tout cas, c'est les stratégies en face pour démobiliser en disant de toute manière, mobilisez-vous, ça ne servira à rien. Alors, je veux dire, même s'il y a du monde, ça serait une victoire pour vous, mais je veux dire, sur la loi, par exemple, budgétaire, qui est en cours de discussion, enfin, qui arrête pas de faire des navettes, je parie vraiment, tout ce que j'ai pas beaucoup en ce moment, que ça sera pas pris en compte, en fait, la mobilisation. Et vous allez perdre. Donc j'espère que vous n'avez pas beaucoup et que vous allez vite vous reconstruire, mais j'aimerais perdre. Hein. Voilà. Non, vous allez perdre. Pourquoi ? Parce que le gouvernement est dans une situation de fragilité inédite. Et c'est pas par magie, c'est grâce à notre mobilisation qu'il est si fragile, puisque Emmanuel Macron a payé son passage en force sur la réforme des retraites au prix fort. Il a voulu maintenir à tout prix sa politique économique et sociale. Du coup, il a dû sacrifier 5 premiers ministres. Il n'a plus aucune majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, depuis la réforme des retraites, il n'a réussi à passer aucune réforme. Aucune réforme, c'est très important quand même à dire. Au final, son deuxième quinquennat, c'est une catastrophe. Et donc la situation, c'est quoi ? C'est que à l'Assemblée nationale, soit le gouvernement fait des compromis avec les députés de l'Assemblée nationale, soit il va être censuré. Et donc nous interpellons les députés sur 10 points. Ces 10 points, nous allons les porter dans cette journée de mobilisation. Et puis ensuite, jusqu'au 9 décembre, interpeller les députés, suivre les débats pour être sûr que ces 10 points soient retirés du budget de la sécurité sociale. Et forcément, il y aura des bougées. Ça, c'est sûr. Un ou une jeune qui voudrait s'encarter aujourd'hui, qui n'a pas une grande conscience syndicale, comment le ou la convaincre ? Comment dépoussiérer un peu l'image du syndicalisme, de la CGT ? Comment lui faire comprendre que le temps des moustachus, des sosies de Charles Bronson, il est révolu ce temps ? Faites gaffe, la moustache revient à la mode, donc c'est vrai. Faut toujours faire attention avec le vintage. Mais en fait, pour moi, l'argument essentiel, c'est que se syndiquer, c'est pas soutenir des grandes idées ou des personnes qui potentiellement pourrait sauver le pays, ou ça, nous, on n'y croit pas du tout. Ni Dieu, ni maître, ni César, ni tribun. C'est l'international, hein, c'est notre champ de référence. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Et donc, se syndiquer, justement, c'est dire... Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Donc, comme salariés, c'est nous qui produisons les richesses et on s'organise pour prendre le pouvoir face à l'employeur, face au gouvernement. On s'organise avec ses collègues. Moi, mon métier, c'est d'être CPE en lycée professionnel et je me suis syndiquée avec mes collègues CPE. Ce qui a changé la donne dans mon lycée, j'y étais en 2010 pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. On est parti en grève reconductible et pendant 1 mois et demi, on a enchaîné les manifestations, les grèves, etc. On a syndiqué tout le lycée et après ça a complètement changé l'ambiance de l'établissement. Il y avait une solidarité incroyable et ça nous a permis, nous juste les 3 CPE par exemple, on avait un problème, c'était notre temps de travail parce que on faisait des heures et des heures pour défendre nos élèves parce que quand j'avais une élève qui arrivait me voir à 18h en me disant je suis mise à la rue chez moi, je pouvais pas lui dire bah non, j'ai fini mon boulot, je rentre, je m'occupais d'elle jusqu'à 20h pour lui trouver un hébergement, etc. Et donc grâce à cette solidarité, au fait que les 3 CPE de l'établissement étaient syndiqués, on a réussi, par exemple, très concrètement, à se faire payer nos heures supplémentaires, à gagner des récupérations des heures supplémentaires et à changer notre travail. On a réussi aussi à imposer qu'on travaillerait différemment. Il y a des trucs que le chef voulait nous faire faire qu'on a refusé de faire parce que les 3 on était solidaires. Et tous les jours de grève, les 3 CPE étaient toujours en grève et ça envoyait un signal très fort. Donc vraiment, tous les auditeurs et les auditrices, se syndiquer, c'est génial. Se syndiquer, c'est s'émanciper. C'est avoir plein d'infos sur plein de trucs et réussir aussi à avoir des clés de compréhension qu'on n'a pas forcément, rencontrer plein de gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon, et apprendre le plus beau mot pour moi de la langue française, c'est le mot camarade. C'est un mot peut-être qui est un peu vintage, peut-être pour vous. Oui, il est beau, je l'aime bien, camarade. Voilà, merci. Et en fait, ce mot camarade, qu'est-ce qui signifie ? Quand on est syndiqué, on n'a pas d'amis, de collègues, etc. On a des camarades. C'est des gens avec lesquels je ne serais pas forcément amie, je ne partage pas forcément de goût, on a des histoires complètement différentes, des métiers totalement différents, des religions, des parcours de vie qui n'ont aucun rapport. Mais par contre, on partage des convictions, des valeurs, et on est solidaires jusqu'au bout. Et donc, quand on est syndiqué, on est
plus seul et on se serre les coudes. Sur cette question sur la jeunesse, est-ce que vous ne devriez pas vous moderniser un peu, par exemple en termes de communication? Est-ce qu'il ne faudrait pas une belle bande-annonce, par exemple pour le 2 décembre, être sur TikTok de manière un peu plus incisive, être sur Instagram, comme le font certains partis politiques qui ont réussi à draguer comme ça des jeunes? Est-ce que là-dessus, il y a un travail à faire à la CGT? Il y a un travail à faire, mais on est sur TikTok et Instagram. Mais oui, bien sûr, il y a un travail à faire et on y travaille, ouais. Tiens, en parlant de moustachu, vous avez des nouvelles de l'ancien personnage principal de votre syndicat, l'ex-vedette de la CGT, monsieur Philippe Martinez? Oui, il profite d'une retraite bien méritée. Ah. Bon, on le salue, hein. Ouais. On l'a fait pas mal en interview, c'était, comme on dit, un bon client pour les journalistes. Vous êtes 2 femmes aujourd'hui à la tête des 2 principaux syndicats, Marie-Lise Léon à la CFDT, vous-même, les directions syndicales, est-ce qu'elles ont fait leur révolution culturelle? Ou alors c'est une vitrine et derrière, c'est pas encore exactement le cas. Alors, je revendique le fait de n'être pas seulement une vitrine quand même, mais ce qui est important de dire, c'est que si au bout de 130 ans d'histoire, on a enfin à la CGT amené une femme secrétaire générale de la CGT, c'est venu grâce aux batailles des femmes dans la CGT et des féministes dans la CGT. Et ensuite, donc moi, avant d'être secrétaire générale de la CGT, j'étais en charge justement des questions féministes dans la CGT. Et ce que j'ai tout de suite appris, c'est que quand on est en responsabilité, il faut se dire que on a une responsabilité par rapport à toutes les femmes et par rapport à toutes les femmes salariées et par rapport à toutes les femmes syndiquées. Et donc, c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre, c'est-à-dire d'utiliser le fait que je sois secrétaire générale pour faciliter l'accès des femmes aux responsabilités dans toute l'organisation et puis faire des enjeux d'égalité professionnelle au travail, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail et dans la vie une priorité et pas juste une question secondaire. Et je pense que ça fait changer les choses, oui concrètement. Par exemple, il y a la semaine dernière, lundi dernier, on a présenté à l'Assemblée nationale, avec 110 députés, un projet de loi intégral contre les violences sexistes et sexuelles. Ce projet de loi, il a été rédigé depuis 1 an par la CGT et les associations féministes. Vous êtes un peu inspiratrice ou vous pensez que des jeunes femmes, même des jeunes filles, hein, parlons, on va dire, voyons plus grand, quand elles vous voient, elles se disent ça y est, je peux être responsable d'un syndicat, donc je peux aussi être cadre dans une entreprise, donc je peux être PDG, donc je peux être président de la République, hein, allons loin. Vous pensez comme ça? Parce qu'on vous voit quand même à la manœuvre, entre guillemets, en responsabilité, ça peut donner envie à une femme? En tout cas, ce que je vois, c'est beaucoup de syndiqués, des femmes, mais aussi des hommes d'ailleurs, qui viennent me voir en me disant qu'ils sont super fiers qu'une femme soit secrétaire générale de la CGT. Donc ça a un impact, oui, c'est sûr. Et des militantes qui me disent que ça les rend fières, ça les rend fortes et que ça les porte. Donc c'est super. Est-ce que votre agenda, il ressemble à celui d'une comédienne? Vous avez des moments forts, des représentations publiques, les grèves, les manifs, et en dehors, c'est beaucoup plus calme. C'est quoi votre quotidien? On se demande ça, on vous voit à la télé, on va faire des manifs, après on dit qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, alors j'aimerais bien avoir de temps en temps des temps calmes, mais j'en ai pas trop en fait. D'accord. Donc effectivement, en fait, c'est vrai que parfois on imagine que je ne fais que ce qui se voit à l'extérieur, mais il y a tout le travail. Ma question, j'imagine que non. Non. Et donc, d'abord, la CGT, c'est une organisation démocratique. Donc, on prend les décisions ensemble. Ça veut dire beaucoup de cadres de débat, parce que quand on est 600 000, bien, il faut rassembler large. Donc, j'ai beaucoup de temps de débat, de travail avec les fédérations, les territoires, la direction confédérale. J'ai aussi j'essaye de beaucoup me déplacer sur le terrain, notamment pour venir soutenir des luttes et pour pouvoir amener à la victoire un maximum de salariés. Et puis aller rencontrer les militantes et militants, rencontrer les travailleurs et travailleuses. Par exemple, la semaine dernière, j'ai visité le chantier de la ligne 17 du Grand Paris, du Paris Express, avec les militants et militantes de la CGT de la construction. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'on a mené une grande bataille depuis 2 ans contre les morts et les accidents du travail, et on a forcé la direction du Grand Paris Express à prendre des mesures de prévention qui ont fait reculer les accidents et les morts au travail. Donc c'est ce que je suis venue constater. Puis j'ai constaté qu'il y avait encore quelques petits points sur lesquels il fallait travailler, notamment pour réduire la précarité et l'intérim sur les chantiers, par exemple. Allez, je vous pose la question que tous les journalistes vous posent, mais généralement vous bottez un peu en touche, mais vous avez peut-être changé d'avis. Avez-vous envie un jour de changer de rôle et de devenir une femme politique? Non, pas du tout. C'est vrai?
Non, mais véridique. En fait, dans mon parcours militant, moi, j'ai commencé à militer à l'âge de 15 ans quand j'étais en seconde et que je me suis rendu compte des inégalités sociales. Et à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était que le syndicalisme, donc je m'intéressais un peu à tout. Mais tout de suite, je suis allée sur des formes d'action syndicale parce que j'avais envie de partir du concret, du quotidien de mes lieux d'études. À l'époque, j'ai commencé comme ça. Et puis, en fait, ce que moi, j'aime beaucoup dans le syndicalisme, c'est que c'est un militantisme qui est beaucoup plus concret, immédiat et surtout beaucoup plus collectif. On n'a pas de mandat électif qu'on va chercher individuellement, donc on n'est pas en concurrence les uns avec les autres. La solidarité, c'est notre quotidien. Et j'ai une dernière question. Selon vous, on est dans quelle série actuellement ? Parce qu'il y a une série, parce qu'on est comme dans un monde un peu fou. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé cette émission, parce qu'en fait, matinale après matinale, on constatait que le monde réel était plus fou, plus dingue, plus ce qu'on veut que le monde fictif. Est-ce que pour vous, on est dans une série, si oui, dans laquelle, ou dans une fiction, un film, un livre ? Alors, Joker, parce que, en fait, le problème... Le Joker aurait pu être une bonne réponse, le film Le Joker, mais... Ah oui, non mais en fait, le souci, c'est que je vis un peu dans un tunnel et j'ai pas le temps de regarder des séries. Et donc, j'ai jamais eu le temps de regarder une seule série en entier. Voilà. Et donc, peut-être, je suis en train de lire un livre qui ressemble beaucoup à la réalité, malheureusement, qui fait référence au passé, qui s'appelle Les Irresponsables de Johann Chapoutot, et qui parle de ce qui s'est passé en Allemagne en 1930, entre 1930 et 1933, et comment est-ce que Hitler est arrivé au pouvoir. Et en fait, c'est saisissant parce que, malheureusement, on coche toutes les cases. Donc c'est vraiment très 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 inquiétant. J'invite tous les responsables politiques à le lire, notamment les responsables politiques de gauche, puisque ce qu'on voit, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir notamment à cause de la division de la gauche. Merci Sophie Binet, secrétaire nationale de la CGT. Je suis secrétaire générale. J'ai dit nationale. Ouais. Moi, je vous donne déjà Voilà. Je vois déjà au gouvernement, c'est pour ça. Mais non, je n'irai jamais. Je serai toujours en face de tous les ministres pour justement les rappeler à leurs promesses et forcer à ce qu'ils ne dévient pas de l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Merci à vous. Personnage principal, Asdina Chaouch.